La belle Arasuki. Il était une fois, vers la ville d'Atami au Japon, dans une petite maison isolée, vivait une femme âgée de la soixantaine. On l'appelait la belle Arasuki car c'était une bonne personne. Elle était agréable, altruiste et sage. Ses enfants ont quitté le cocon familial pour travailler et faire leur vie à la capitale. Notre héroïne était veuve depuis des années. Elle vivait donc seule dans cette petite maison à l'écart de la ville et près d'une forêt. Chaque jour, elle entretenait son jardin, cet espace qu'elle aimait le plus au monde. Elle y plantait un potager, des dizaines et des dizaines de fleurs de toutes sortes. Lorsque ses enfants étaient petits, Arasuki avait planté dans son jardin un beau cerisier. Avec les années, il poussait et donnait de beaux fruits. Chaque automne, elle avait l'habitude de distribuer ses fruits à ses voisins qui vivaient à l'entrée de la ville. Sa vie était paisible, jusqu'à ce jour où tout bascula. C'était un soir de pleine lune. Arasuki s'apprêtait à aller dormir lorsqu'elle entendit au loin des pleurs d'une jeune femme. Les sons provenaient de la forêt avoisinante. « C'est étrange, se dit la vieille femme. Qui donc peut être dans cette forêt où il n'y a jamais personne ?» En effet, cette forêt avait une très mauvaise réputation, car les habitants de la ville disent que de nombreux crimes ont été commis dans cette forêt. Pratiquement personne ne passait par ici. Arasuki s'habilla et suivit les pleurs, espérant trouver la personne en détresse et lui proposer de l'aide. La vieille femme s'enfonça dans la forêt et la voix commença à être plus proche. Elle se mit à appeler « Ohé, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je ne vis pas loin d'ici, vous avez besoin d'aide ?» Arasuki continuait de marcher, sa lanterne à la main, et au bout de quelques minutes, elle vit quelque chose qui l'effraya. Elle s'arrêta net. Entre les arbres et éclairée par les rayons de la lune, Arasuki vit à quelques mètres d'elle une jeune femme aux longs cheveux noirs, portant un kimono blanc maculé de sang. Elle pleurait en portant un petit paquet qui semblait être un bébé. Ce qui choqua la vieille femme, ce n'était pas seulement les vêtements ensanglantés, mais aussi le fait que le corps de cette femme était transparent et fantomatique. Arasuki recula inquiète et s'écria « Mais c'est une yokai !» En effet, dans le folklore japonais, les yokai sont des âmes perdues plus ou moins monstrueuses qui hantent le pays depuis des siècles. Arasuki comprit alors qu'elle était juste en face d'une yokai qu'on appelle Ubume. Ces femmes fantômes qui, de leur vivant, sont mortes en couches et leur âme torturée hante les lieux. Elles appellent souvent à l'aide, cherchant désespérément quelqu'un pour s'occuper de son enfant. Mais on raconte que les bébés sont très dangereux si on accepte de s'en occuper. Arasuki voulait partir, mais elle ne pouvait pas bouger, complètement hypnotisée par cette Ubume qui continuait de pleurer, berçant son bébé. La vieille femme recula et marcha sur une branche qui craqua. Suite à ce bruit, Ubume cessa de pleurer. Arasuki ne bougea plus et se cacha derrière un arbre. Un silence régna, puis fut interrompu par les pleurs du bébé d'Ubume. Cette dernière commença à chanter une berceuse pour le calmer. Arasuki était toujours immobile derrière son arbre et entendit sa voix à travers les arbres. Arasuki commença à emprunter le chemin du retour quand Ubume apparut soudainement devant elle. Elle prit la parole. « Arasuki, prends soin de mon bébé, je te le confie. »
À ce moment-là, la vieille femme ressentit un mauvais pressentiment. Elle voulait refuser, mais Obumé disparut brutalement, laissant le bébé qui se retrouva dans le vide à quelques centimètres du sol. Elle appela désespérément Obumé, mais cette dernière avait définitivement disparu, abandonnant son fils dans les bras de la vieille femme confuse. Notre héroïne se sentait perdue. Mais que faire de ce nourrisson? Le placer dans un orphelinat? Arasuki décida de garder l'enfant chez elle et de s'en occuper. Selon elle, aucun être humain ne devrait connaître l'orphelinat d'Atami. Il serait traité comme du bétail là-bas. Et qui sait, peut-être qu'Obumé reviendra récupérer son enfant. Elle rentra à la maison avec le bébé inquiète et soucieuse. Elle passa la nuit à le nourrir et à le bercer, car ce dernier pleurait beaucoup. Les jours passèrent, et Arasuki devenait de plus en plus fatiguée. Le bébé de cette yokai lui prenait tout son temps et toute son énergie. Chaque fois qu'elle s'occupait de lui, elle était trop épuisée pour s'occuper de son jardin. Les mois passaient, l'enfant grandissait. Cependant, son jardin était tristement négligé. Les belles fleurs commencèrent à faner, et son potager fut détruit par les limaces et les escargots. Chaque soir, elle se rendait dans la forêt pour chercher Obumé, mais elle n'était jamais réapparue. Au bout de 4 ans, Arasuki cessa de chercher la yokai, abandonnant les recherches. Elle appela le petit garçon Akihiko, ce qui signifie « garçon brillant ». La vieille femme espérait qu'elle parvienne à l'éduquer pour qu'il devienne une bonne personne. Quand il eut 6 ans, Arasuki devenait de plus en plus éreinté. Cet enfant était très agité. Il courait partout du matin au soir et ne pouvait rester assis pendant quelques minutes d'affilée. Il courait dans le jardin et piétinait les plantes que Arasuki essayait de soigner. Il était pratiquement impossible de le laisser dans une institution, car il était incapable d'étudier, incapable de rester assis pour écouter les professeurs. Il ne pouvait s'empêcher de bouger partout et de provoquer des bagarres avec les autres garçons. Arasuki, pour préserver les autres, décida de garder le petit Akihiko à la maison et de lui apprendre à lire et à écrire. Il continuait de s'agiter le jour et la nuit. Les seuls moments où Arasuki avait la paix, c'était lorsqu'elle lui chantait la berceuse de sa mère yokai pour le bercer. Le temps passa et Akihiko eut 16 ans. Quant à Arasuki, elle eut 80 ans. Mais en la voyant, on aurait dit qu'elle en avait 100. Elle avait perdu ses belles couleurs, elle était devenue pâle et encore plus ridée. Son dos commençait à se courber. Chaque fois qu'elle allait à la ville, on ne la regardait plus comme avant. On ne l'appelait plus la belle Arasuki. Elle n'avait plus cette bonne humeur constante, bien trop rongée par la fatigue. Elle ne donnait plus de fruits à ses voisins et les gens commençaient à l'oublier. Personne ne faisait attention à elle. Arasuki n'osait jamais demander de l'aide par fierté. Akihiko, à 18 ans, commençait à traîner à la ville d'Atami. Il restait avec des délinquants et se mit à boire. Arasuki était soulagée de son absence, mais elle se sentait mal. Elle avait l'impression d'avoir lâché une bête sauvage dans la nature. Un soir, elle décida d'aller le chercher à la ville, sa canne à la main. Elle se sentait déterminée, mais inquiète. « Mon Dieu, j'espère que je ne vais pas le trouver avec une bouteille d'alcool. Est-ce qu'il est en état de marcher ?» En arrivant, elle entendit la voix rauque d'un homme ivre et crut avoir une crise cardiaque lorsqu'elle réalisa que c'était la voix d'Akihiko. Elle le vit au loin en train de parler à une jeune fille très belle et bien habillée. Il s'adressait à elle d'une manière grossière et se montrait insistant envers la jeune passante. Arasuki, folle de colère, se précipita vers le jeune homme. Elle cria « Qu'est-ce que tu fais? Laisse cette fille tranquille !» Elle leva sa canne prête à le frapper, mais Akihiko retint sa mère adoptive par le poignet. Je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille. Arasuki utilisa son autre main pour le gifler et le jeune homme resta immobile sous le choc. Elle s'inclina devant la jeune fille. « Je vous présente toutes mes excuses, mademoiselle, au nom de mon fils, pardonnez-lui. » La jeune passante fit un sourire de reconnaissance et s'en alla. Notre héroïne attrapa Akihiko par le pan de son vêtement. Elle réussit à le dessouler en quelques minutes, plongeant sa tête dans l'eau du puits. Il était fou de colère, mais Arasuki ne se laissa pas intimider. « Je t'ai déjà dit de ne jamais t'approcher des filles. Tu ne les regardes pas, tu ne leur parles même pas, tu m'entends ?»
Ils se disputèrent pendant un long moment et Arasuki, épuisé, s'enferma dans sa chambre. Akihiko se mit à frapper sa porte comme un fou. La vieille femme retenait ses larmes, ne voulant pas montrer l'ombre d'un signe de faiblesse. Arasuki chanta alors la berceuse et comme une réaction chimique, les coups cessèrent soudainement. Elle entendit les pas du jeune homme s'éloigner et se diriger vers sa chambre. À ce moment-là, elle craqua et pleura jusqu'à s'endormir. Le lendemain, Arasuki craignait de revoir le jeune homme et de devoir le confronter, mais à son grand soulagement, il était déjà parti à la ville. Elle se mit à réfléchir. « Que faire de lui ? Devrais-je le surveiller tous les jours ?» Elle voulait rester tranquillement chez elle, profiter du calme, mais quelque chose lui disait d'aller à la ville. Elle se prépara en vitesse et sortit. Une fois arrivée, elle se dirigea vers le port. Elle s'adressa au capitaine d'un des navires de marchandises afin de lui demander du travail pour Akihiko. Ils se connaissaient bien durant leur jeunesse et lui dit « La vie de marin le rendra meilleur, et s'il travaille en mer avec vous, malgré tous les risques que cela inclut, il a beaucoup de force et l'utilisera à bon escient. » Le capitaine accepta et demanda de le voir. Arasuki remercia le vieil homme et se lança à la recherche d'Akihiko. Elle se rendit au café de la ville, mais une foule de gens s'attroupait devant l'entrée de l'établissement. Une bagarre éclatait et tout était sans dessus-dessous. Tout le monde réagissait au moindre coup. De nouveau, Arasuki eut un mauvais pressentiment. La vieille femme ne savait que faire, se demandant si Akihiko était là-dedans en train de se battre. Au bout de quelques minutes, la foule s'écarta, laissant sortir deux hommes qui portaient un blessé, une lame dans le ventre. Puis, un autre duo transporta un autre blessé. La foule se mit à acclamer un jeune homme qui s'avère être l'agresseur des deux victimes. Et au grand désarroi de la vieille femme, c'était encore Akihiko. Il était acclamé par la foule comme une célébrité alors qu'il avait agressé les deux hommes étalés sur le sol. Arasuki sentit pour la première fois de sa vie un profond sentiment de haine. Elle n'avait jamais ressenti une telle chose pour qui que ce soit. La goutte de trop fut lorsqu'il se dressa fièrement devant ses pauvres victimes leur prenant leur argent. Elle voulait intervenir, mais que pouvait-elle faire face à tous ces hommes surexcités par l'alcool et la bagarre ? Impuissante, et les larmes aux yeux, Arasuki rentra chez elle, réfléchissant à une solution. Elle prépara un repas et s'occupa de son jardin pour se changer les idées. Cela lui fit oublier la haine qui avait poussé en elle. Le temps de se débarrasser des mauvaises herbes, de soigner les plantes abîmées et de s'occuper de son cerisier, la journée passa vite et le soleil se coucha. Akihiko rentra tard ce soir-là et bien sûr, il était encore saoul. Le lendemain, elle vit que le jeune homme se levait, mangeait, faisait sa vie comme si de rien n'était. Elle ne pouvait s'empêcher de trembler complètement furieuse. Ce jour-là, il se comportait normalement. Quand ils se mirent à table, elle lui dit « Écoute, Akihiko, je suis trop vieille et je ne peux plus m'occuper de toi. Tu dois travailler pour gagner ta vie. Alors, je t'ai trouvé un poste dans la marine et le capitaine veut te voir. » Akihiko s'énerva, ne voulant pas quitter ses amis, aller risquer sa vie en mer pour des marchandises. La vieille femme, ne supportant plus le jeune homme, finit par dire « C'est ça, ou je ne te laisse plus vivre chez moi. Je ne veux pas de criminels sous mon toit. Je sais que tu t'en es pris à deux hommes hier. » Akihiko lança un regard noir à la vieille femme, un regard plein de reproches. « C'est plutôt eux qui l'ont cherché. » Arasuki se leva et prépara les vêtements du jeune homme. Elle lui donna un grand baluchon avec ses affaires dedans. « Pars, va faire ta vie. Je ne veux plus de toi ici. » Akihiko prit ses affaires et s'en alla vers le port de la ville. Le capitaine, qui connaissait Arasuki depuis des années, accepta par amitié d'embaucher le jeune homme. Akihiko fut engagé en tant que dernière recrue et de dernière minute. En effet, il s'apprêtait à lever l'ancre l'après-midi même, après les derniers chargements. Il passa ses débuts en mer à nettoyer les cales et à aider les cuisiniers. Pendant plusieurs semaines, Akihiko travaillait, mais il s'attirait souvent des problèmes avec les autres marins. Le capitaine recevait souvent des plaintes du mauvais comportement de ce dernier. À 20 ans, Akihiko fut chassé de la marine et engagé dans l'armée. Il était à l'aise dans le maniement des armes et était très apprécié par son supérieur. 2 ans passèrent et Akihiko se disputa avec un des soldats. Il le tua de sang-froid.
Cette fois-ci, le témoin présent dénonça Akihiko et avec la présence de preuves, il fut condamné à mort. Cet événement fit rassembler les habitants d'Atami. Tout le monde se rassembla à la grande place de la ville. Arasuki entendit les rumeurs et se rendit également sur la place où Akihiko était attaché sur une estrade avec un bourreau prêt à l'exécuter. La tension était palpable. Un long silence régna et personne n'osa bouger. Quand le signal fut donné, Akihiko fut agenouillé et immobilisé. Arasuki cria « Non, attendez !» Mais le bourreau leva son arme et d'un geste le décapita. Il retira son arme, toute la foule fut choquée en voyant qu'il n'y avait pas la moindre trace de sang. La cicatrice se referma rapidement. Le bourreau était également sous le choc. Il redressa de nouveau son arme et frappa encore. La même chose se produisit, pas une goutte de sang. La plaie se referma miraculeusement en quelques secondes. Tout le monde commençait à s'affoler. On crut à un complot ou à une machination. Entre la peur et l'incompréhension collective, le jeune homme se releva comme si de rien n'était. La mort elle-même ne semblait pas vouloir de cet homme. Tout le monde le fuyait, trop apeuré par sa résistance surnaturelle à la mort. Arasuki était la seule personne à avoir moins peur, car elle savait au fond d'elle-même qu'on ne pouvait pas tuer un fils de yokai aussi facilement. Alors que tout le monde fuyait, un homme qui était le frère du soldat que Akihiko avait tué se précipita vers ce dernier et lui creva les yeux. Un fils de yokai ne pouvait pas mourir comme les humains ordinaires, mais il pouvait être blessé. De ce coup violent, Akihiko perdit la vue. Il se mit à hurler, ce qui affola davantage la foule. Arasuki regardait la scène, immobile. De longues minutes passèrent avant que tout le monde s'en aille et que la vieille femme se retrouva seule face à son fils adoptif. Pour la première fois depuis des années, elle entendit le jeune homme pleurer. Elle s'approcha doucement et posa sa main sur son épaule. Il sursauta et se dégagea. Arasuki vit que le jeune homme avait les 2 yeux abîmés et ensanglantés. Il ne voyait plus rien. Elle attendit qu'il se calme et s'installa près de lui. Il restait assis pendant au moins 1 heure, ne se disant aucun mot. Elle finit par prendre un bandage, le mouilla et le plaça sur ses yeux meurtris. Elle lui demanda « Tu sais qui c'est ?» Le jeune homme répondit avec peine « Arasuki ?» Elle lui prit la main et lui dit « Viens, on rentre à la maison. » Le jeune homme leva la tête. « Je ne veux pas de ta pitié, laisse-moi tranquille. »« Tu sais, » lui répondit-elle, « ta mère t'a confié à moi, et je ne quitterai pas ce monde sans avoir terminé ma mission. » « Tu as fini ta mission, Arasuki. Ce n'est pas parce que je suis devenue aveugle que j'ai besoin de qui que ce soit. » La vieille femme se leva. « Bon, comme tu veux, je te laisse tranquille. » Elle se détourna et s'éloigna. Elle ne rentra pas à la maison. Elle s'éloignait du jeune homme et se cacha regardant Akihiko à distance. Au bout de quelques minutes, il essaya de se lever. Les enfants de la ville se regroupèrent autour de lui et commencèrent à le lapider. Akihiko ne fut pas épargné de quelques plaies et prit la fuite. Mais comme il ne voyait plus, il trébucha et tomba au sol. Les pierres continuaient de pleuvoir. Arasuki décida d'intervenir. Elle appela les enfants et les fit arrêter. Elle les chassa et se retourna vers Akihiko qui peinait à se relever. Il se remit en route, utilisant ses mains pour éviter de se cogner. Il s'approcha dangereusement des marches. La vieille femme cria « Attention aux marches !» Le jeune homme descendit prudemment, mais cela ne l'empêcha pas de trébucher de nouveau. Elle le rejoignit et lui parla d'un ton sévère. « Tu t'y prends mal, relève-toi et donne-moi ta main. » Il obéit et ne fit pas attention à ses blessures. La vieille femme prit la main du jeune homme et la posa sur sa canne. Elle posa sa main sur la sienne, tenant fermement la poignée. Ils marchèrent ainsi jusqu'à la maison. Arasuki guidait le jeune homme. Combien de pas entre la porte et la table, combien de pas pour traverser les pièces, combien de pas entre la maison et le puits. Avec le temps, Akihiko devenait moins agressif. Il employait des mots qu'il n'avait jamais utilisés avant, comme « merci » et « s'il te plaît ». Il ne voyait plus les armes pour les utiliser,
Il ne voyait plus les belles passantes pour les embêter, et il ne voyait plus l'alcool pour le consommer. Un jour, Arasuki mit une poignée de terre dans les mains du jeune homme. Elle lui dit avec sincérité « Akihiko, mon jardin est très abîmé et j'ai besoin de ton aide pour soigner les plantes. » Il accepta et ils se mirent au travail. L'odeur de la terre, la fraîcheur des plantes et la douce brise de l'été rendaient le jeune homme plus serein qu'avant. Mais il y avait toujours des moments où il piquait de soudaines crises de colère car il se sentait enfermé dans ces ténèbres. Arasuki le calmait toujours en disant « Tu es devenu meilleur, tu deviens une meilleure personne, tu es plus fort que ces ténèbres. » Elle lui caressait les cheveux et chantait la berceuse de son enfance. Une année passa et Arasuki manquait de force sous le poids de la vieillesse. Au fil des mois, la vieille femme et Akihiko s'entendaient et étaient devenus plus proches, comme les deux doigts d'une main. Et cela pour la première fois depuis qu'il était bébé. Arasuki le voyait comme son propre fils désormais. Ce dernier était devenu plus autonome et aidait la vieille femme à se relever, à se nourrir. Ils s'entraidaient tous les deux et passaient leur journée en discutant et en riant. Un jour, elle prit la main d'Akihiko lui disant « Je suis fière de toi, mon fils. » Il sourit. Il est vrai que Akihiko avait bien changé en une année. Depuis plusieurs mois, ils avaient pris l'habitude de se promener dans les alentours, partageant la même canne, leurs mains l'une sur l'autre. Akihiko lui posait souvent les mêmes questions. « Comment est le ciel aujourd'hui ? Dans quel état sont les arbres ?» Arasuki prenait toujours plaisir à lui répondre et décrivait tout ce qu'elle voyait. L'automne arriva et la vieille femme décrivait avec émerveillement les couleurs chaudes du paysage lors de leur promenade quotidienne, les feuilles dorées et cuivrées, le beau ciel bleu. Au grand étonnement de notre héroïne, la récolte fut très prospère. Le cerisier et le potager avaient poussé d'une manière surprenante. Tous deux décidèrent de partager leur récolte, chose que Arasuki n'avait plus fait depuis des années. Akihiko lui dit alors « Laisse-moi faire, je m'en charge. Je serai tes bras et tu seras mes yeux. » Aussitôt, Arasuki accepta. Il chargea la brouette de fruits et de légumes, puis ils se mirent en route. Ils firent le tour du voisinage, distribuant leurs biens, et rentrèrent bien fatigués mais heureux. Cette nuit-là fut une nouvelle nuit de pleine lune. Les étoiles scintillaient et pas un nuage. Alors que Arasuki se préparait à aller dormir, elle entendit une voix de femme qui l'appelait dans les bois. Arasuki! Arasuki! Elle ne voulait pas y aller. Elle se précipita vers son lit et ne bougea pas. La voix continuait de l'appeler et plus les secondes passaient, plus la voix devenait plus forte. Arasuki se leva brusquement et décida d'y aller, ne supportant plus cette situation. Elle prit une lanterne et sortit. « Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors que la vieille femme marchait avec peine, s'éloignant de sa maison, elle finit par se retrouver face à Ubume, cette femme yokai qu'elle avait rencontrée 23 ans plus tôt. La vieille femme la reconnut sans problème malgré les nombreuses années d'écart. Ubume n'avait pas une trace de vieillesse, toujours le même kimono blanc et les mêmes longs cheveux noirs. Elle prit la parole. « Oh, belle Arasuki, que Dieu te bénisse. Merci de t'être occupée de mon fils pendant toutes ces années. Je te suis éternellement reconnaissante. » La vieille femme eut de la peine à répondre. « Pourquoi êtes-vous là ?» Ubume répondit. « Mon fils est un yokai et ne peut pas mourir dans votre monde. Il doit rejoindre ma dimension pour reprendre sa vie normale. » Arasuki se mit à pleurer. « Mais c'est mon fils. J'ai eu tant de mal pour qu'il devienne agréable à vivre. Pourquoi me le prendre maintenant? Je me suis attachée à lui. » Ubume lui fit signe de s'asseoir. « Écoutez-moi, Arasuki. La première fois que vous m'avez vue, je ne pleurais pas pour les raisons que vous croyez. Je pleurais car mon bébé avait une âme noire. Il y a longtemps, un sorcier qui voulait une descendance a invoqué une Ubume telle que moi pour prendre en charge mon enfant et faire de lui un apprenti sorcier. Seulement, pour accumuler tous ces savoirs occultes, l'enfant ne devait pas être un simple humain. Cet homme maudit a noirci l'âme de mon fils contre ma volonté. Mais Dieu merci, ce dernier est mort.
Seulement, c'était trop tard pour mon enfant. La vieille femme s'étonna. C'est ce qui explique son goût pour la violence et les vices. La yokai hocha la tête. Oui, exactement. Je craignais que mon fils devienne un monstre, une mauvaise créature à jamais. Mais grâce à toi, il a bien changé. Tu as fait preuve de patience et de sagesse. Tu pouvais te débarrasser de lui dès les premiers jours, mais tu l'as aidé, il est devenu meilleur. Son âme a été nettoyée, il a retrouvé sa pureté. Pour te récompenser, que ta vie soit accompagnée d'une abondance éternelle. Je te souhaite le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà, je te le prouverai. À présent, j'aurais besoin que tu amènes mon fils pour que nous puissions rentrer et qu'il retrouve sa vraie place. Ubume disparut en disant « Je compte sur toi !» Arasuki rentra chez elle, les yeux attristés et les larmes aux yeux. Le lendemain, elle faisait comme si de rien n'était. Lorsqu'elle commença à manger, de grosses larmes coulèrent sur ses joues malgré elle. Elle ne parvint pas à se retenir. Akihiko, inquiet, lui demanda ce qu'il se passait. Elle lui raconta alors sa rencontre avec Ubume, sa mère biologique. La réaction du jeune homme fut étrange, comme s'il semblait savoir que ce jour viendrait. Il serra la vieille femme dans ses bras en lui disant « Il va falloir qu'on y aille, ce n'est pas bon de tromper une yokai. » Ils passèrent leur dernière journée ensemble, discutant, jardinant et cuisinant. Le soir venu, ils se préparèrent et pour la dernière fois posèrent leurs mains l'une sur l'autre, tenant la poignée de leur canne commune. Ils marchèrent lentement. Arasuki retenait ses larmes pour ne pas rendre la séparation trop difficile. Elle se disait « C'est mieux ainsi. Il n'a pas sa place dans cette ville. Tout le monde a peur de lui depuis l'exécution, et cette affaire s'est certainement répandue. Au moins, il aura un avenir en retournant avec sa mère. » Ils arrivèrent dans la forêt, au même endroit que la veille, et attendirent Ubume. Comme prévu, elle arriva. Ce soir-là, la yokai était moins pâle, plus belle et souriante, heureuse de retrouver son fils. Akihiko se retourna vers la vieille femme et lui dit à l'oreille « Ce sera toujours toi, ma vraie mère. » Le cœur de la vieille femme semblait se briser en voyant son fils adoptif partir, mais elle ne montrait rien. Dès que le jeune homme toucha la main de sa mère, Ubume, ils disparurent tous les deux. Le dernier regard de son fils adoptif resta à jamais gravé dans la mémoire de Arasuki. Akihiko disparut définitivement avec sa mère. La vieille femme rentra chez elle avec peine. Le chagrin alourdissait ses jambes affaiblies. En voyant son jardin, elle vit un coffre qu'elle n'avait jamais vu avant. Prise de curiosité, elle l'ouvrit et découvrit des centaines de pièces d'or reflétées par la lumière de la lune. Elle était merveilleusement surprise, mais même en multipliant cette quantité d'or, on ne pouvait pas acheter ce qu'Arasuki ressentait pour son fils adoptif. Depuis le départ d'Akihiko, notre héroïne perdit des forces. Elle légua l'or trouvé dans son jardin à l'orphelinat d'Atami. Des années plus tard, chaque fois que des voyageurs passent par ici, ils peuvent voir la vieille maison d'Arasuki, inhabitée avec un jardin magnifique. Certaines personnes disent que ce jardin est entretenu par un jardinier que ses enfants ont embauché en hommage à leur mère, mais d'autres disent que c'est la mère yokai qui passe par là, s'occupant du jardin de la belle Arasuki, pour la remercier du service qu'elle lui avait rendu.